que sa présence militaire est décriée un peu partout en Afrique, la France se dote d'un commandement militaire dédié à l'Afrique. Et selon le journal officiel, l'objectif est d'adapter sa présence militaire sur le continent à de nouveaux impératifs stratégiques. Et c'est le général Pascal Lani qui prendra les rênes de ce commandement à compter du 1er août prochain. On en parle dans cette édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. Et pour les clés de lecture par rapport à ce sujet, je suis en compagnie de Dr Hyacinthe Ouedraogo. Il est le coordinateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonjour, Monsieur Ouedraogo, et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour, Monsieur Dabira, merci pour l'invitation. Également pour les clés de lecture sur ce sujet d'intérêt, je suis en compagnie de Monsieur Martin Sawadogo. Monsieur Sawadogo est opérateur économique et analyste politique. Bonjour, Monsieur Sawadogo. Monsieur Dabira, bonjour aux téléspectateurs. Troisième invité sur ce plateau, Labidi Naba, il est le porte-parole de Faso Cause. Bonjour, Monsieur Labidi. Bonjour, Monsieur Dabira, et bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Et enfin, Naba Sebgo, chef coutumier et analyste politique, quatrième invité sur ce plateau. Bonjour, Naba. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et Naba, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Paris a annoncé récemment le retrait de ses militaires sur le continent, spécifiquement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Quelques centaines de soldats qui devraient donc replier en France. Et on entend donc récemment qu'il y a la création d'un commandement qui donc va réfléchir donc sur des questions militaires en Afrique. Alors, quand vous avez entendu cette nouvelle, est-ce que vous avez été surpris? Certains ont dit que c'est un genre d'incongruité de la part du président français, et d'aucuns pensent que c'était donc une réflexion stratégique. C'est une réflexion stratégique parce que la France ne veut surtout pas quitter l'Afrique. Oui, bien sûr, quand j'ai appris cela, j'ai compris que la France et ses dirigeants ne tiraient pas de leçons, parce que c'est toujours dans l'esprit paternaliste, croyant que l'Afrique est une propriété de la France. Sinon, comment on peut, à partir de la France, créer une, comment dirais-je, une armée qui est destinée à l'Afrique, comme s'ils pouvaient le faire avec les États-Unis, comme s'ils pouvaient le faire avec la Chine ou d'autres puissances comme la Russie. Alors, mais comme la France se dit papa de l'Afrique, le propriétaire de l'Afrique, surtout avec ce jeune président qui ne veut rien comprendre, alors cette idée paternaliste-là continue à les ronger. Mais moi, je crois que tout ça, c'est une insulte à l'Afrique tout entière. Et les dirigeants africains, que tu sois panafricain ou pas, je crois qu'ils devaient quand même ouvrir l'œil et essayer de se revoir pour dénoncer des comportements pareils. L'Afrique n'appartient pas à la France. L'Afrique est aux Africains. L'Afrique est capable de se créer des armées pour s'occuper des problèmes africains. Mais quand il s'agit du colonisateur qui doit encore s'asseoir et créer une armée, ça veut dire que c'est une manière de revoir comment reconquérir l'Afrique. C'est une reconquête de l'Afrique. C'est une reconquête, pour ne pas dire une recolonisation de l'Afrique. Mais moi, je crois qu'ils ne seront pas la bienvenue. Ils iront où ils sont déjà, peut-être dans les pays où ils ont déjà des bases. Mais dans les pays de l'AES, je sais qu'ils n'ont rien à voir ici. S'ils s'hasardent dans ces pays de l'AES-là, je crois qu'ils pleuraient leurs 52 morts au niveau du Mali. Et ça sera encore pire, puisque là, les pays de l'AES sont avertis. Ils refusent l'esprit paternaliste de la France. Ils veulent des partenariats gagnant-gagnant avec respect. Alors, si la France s'hasarde à penser que cette armée qu'il crée concerne les pays de l'AES, il va se taper la tête dans le poteau. Alors, M. Sawadogo, quand Paris annonçait le retrait de quelques centaines de soldats en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on aurait cru que Paris avait compris et que Macron s'était finalement résigné avec l'annonce donc de la création de ce commandement dédié à l'Afrique. Alors, on se dit à présent que Macron savait très clairement ce qu'il faisait et que la création de ce commandement-là est purement stratégique. Oui, bah, en fait, moi je pense qu'il faut remonter un peu dans l'histoire parce que
c'est que les militaires, entre guillemets français, qui interviennent en Afrique, ce ne sont pas des militaires, ce sont des légionnaires. Donc, ils sont tous de la Légion étrangère. Et la Légion étrangère a été créée en France il y a plus de 2 siècles de cela, pour des raisons bien claires et bien précises, coloniser l'Afrique. Donc, actuellement, il n'y a que l'Espagne et la France qui ont encore des légions étrangères. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est remodeler les formats pour s'adapter. Vous vous rappelez, au début, quand Macron est venu, il a dit non, il a changé de paradigme. Il est né après la colonisation, donc il n'a pas le même paradigme que... Mais, si c'était le cas, la première des choses, c'était de dissoudre d'abord la Légion étrangère. Tant que la Légion étrangère n'est pas dissoute, ça veut dire que la France se comporte toujours comme une force impérialiste, une force coloniale et une force qui pense que, comme l'a si bien dit Naba, l'Afrique leur appartient, même dans les discours. Alors, je pense qu'il faut analyser la question sur 2 aspects. Premièrement, pourquoi la France? Et deuxièmement, pourquoi l'Afrique? Pourquoi la France? Je dirais que la France et les États-Unis, ce sont les 2 pays actuellement qui ont le commandement pour l'Afrique. Et les États-Unis, c'est l'Africom. L'Africom, oui. C'est 2 pays qui, dans l'histoire même, sont des pays esclavagistes, qui ont intervenu de façon active à la mise en place du système esclavagiste et qui ont soutenu la colonisation. Et leur puissance économique est basée essentiellement sur le pillage des ressources des autres pays. Et c'est les pays qui sont toujours en belligérance. Les États-Unis, particulièrement, et la France accessoirement, sont toujours des pays qui ont toujours été en belligérance sur le continent africain ou bien sur d'autres zones internationales. Alors, à suivre bien le sens du regard, Africom créé en 2008 et ce nouveau commandement qui vient d'être créé ont les mêmes objectifs, reconquérir exactement les mêmes objectifs. Parce que de tout temps, les luttes, ça on peut leur donner la dénomination qu'on veut, mais c'est toujours des luttes économiques. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, l'Afrique est le continent qui regorge le plus de richesses dans le monde. Donc, les gens, tout le monde veut se positionner au niveau de l'Afrique. Maintenant, pourquoi l'Afrique? Parce que également, il y a cette perméabilité en Afrique. La perméabilité politique et la perméabilité au niveau des intellectuels. Aujourd'hui, l'élite africaine qui devait être un paravent pour lutter pour l'indépendance de l'Afrique, cette élite-là même veut même travailler dans les institutions coloniales, comme la CEDEAO par exemple, avec lesquelles nous avons maille à partir, des institutions qui ont mis en place des monocoloniales comme la BCAO, alors que quand vous regardez dans les autres continents, ce sont les élites qui se sont levées et qui ont mis en place des processus qui ont permis la libération de ces pays-là. Monsieur Soro, est-ce que vous applaudissez le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO? Ça a même tardé. Ça a même tardé parce que, comme on l'a si bien dit, il n'y a aucune possibilité de développement avec la France. Ce n'est pas possible. Dans le monde entier, tous les pays qui parlent exclusivement la langue française, il n'y a que la France qui est un pays développé. Il n'y a aucun pays au monde qui est sous le dictat, qui prétend collaborer avec la France et qui se développe. Donc les pays de l'AES, c'est venu même à retard, mais c'est salutaire. Il faut que cette marche-là, toute la population se mette derrière pour que ce soit un processus irréversible. Il n'y a pas d'indépendance sans prix. Et ce prix-là, il faut qu'on conscientise la population pour qu'elle soit prête à les payer. Parce que dans tous les cas, ça ne peut jamais être meilleur avec la France. Jamais. Donc il vaut mieux envisager d'autres alternatives. Envisager d'autres alternatives, docteur. Je viens à vous cette fois-ci. L'objectif est d'adapter la présence militaire française sur le continent à de nouveaux impératifs stratégiques. Alors, qu'est-ce que cela vous augure comme commentaire? Quels pourraient être ces nouveaux impératifs stratégiques sur le continent? Bon, je ne sais pas si il y aura de nouveaux impératifs stratégiques. Ce sont les mêmes intérêts depuis l'histoire, comme l'a évoqué le co-débatteur M. Sawadogo. Quand j'ai entendu parler donc de la création de ce commandement, je me suis revu dans l'histoire un peu après le congrès de Berlin, quand il fallait les pays européens se préparer pour avoir des bases en Afrique, pour donc se partager l'Afrique.
Et on sait que des équipes, des troupes coloniales ont été constituées. Et ce qu'on est en train de voir actuellement n'est pas aussi différent, par exemple, de la troupe, la colonne Voulé Chanoine, qui a mis à sac, à feu et à sac, donc, par exemple, plusieurs pays donc, de la Haute-Volta pour imposer la colonisation. Juste pour dire que, comme l'a dit aussi Naba, c'est une politique paternaliste, une politique colonialiste, une politique barbare. La France refuse de mettre à jour son logiciel, de mettre à jour le logiciel de sa politique africaine. Et c'est ça tout le dommage, que l'on refuse d'écouter les aspirations légitimes des peuples africains qui ne veulent plus entendre parler de bases ou de troupes militaires françaises en Afrique. Au moment où on doit déguerpir ces troupes-là, on est en train de créer un commandement pour coordonner l'action des troupes qui existent déjà donc en Afrique, comme au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire et autres, dans le but de mieux servir. On ne le dit pas, mais c'est ça. C'est pas pour aider l'Afrique à combattre le terrorisme, mais c'est d'avoir quel impératif. Le seul impératif qui vaille avec la création de ce commandement. Le seul impératif qui vaille pour moi, c'est protéger les intérêts de la France qui sont en péril, et surtout là où la France, les troupes ont été donc évincées comme dans l'AES, travailler donc à ce que des bases militaires reviennent. Donc moi je pense que les impératifs, on peut penser qu'ils sont nouveaux. Ils sont nouveaux parce que la France est contestée, mais c'est principalement pour la sauvegarde des intérêts économiques de la France en Afrique. Et moi je pense que il appartient aux Africains de rester alertes, parce que la France est toujours experte dans la manipulation. Ce qui ne sera pas dit, officiellement est plus important que ce que nous voyons sur le papier. Derrière donc la création de ce commandement-là, il y a des non-dits, et nous avons donc, comme l'a dit M. Sawadogo, c'est dommage que cette politique-là puisse encore s'appuyer sur des dirigeants politiques en Afrique. C'est parce qu'il y a toujours des bases qu'on peut parler de commandement. Et ça, le format n'a pas changé. C'est comme aussi à l'époque de la conquête, où la France arrivait à s'appuyer sur des supports locaux pour donc développer sa politique impérialiste. Ça n'a pas changé. Nous sommes toujours dans le même contexte. Dans le même contexte. Nabal Abidi, je suis à vous maintenant. Alors, le général nommé donc à la tête de ce commandement pour l'Afrique, c'est le général Pascal Lani. Il est spécialisé dans l'anticipation, les questions d'influence et lutte informationnelle, entre autres. Faut-il craindre quelque chose avec c'est vraiment... On va dire qu'il a été bien choisi pour... oui, c'est vraiment risible, quoi, parce que quand on parle d'influence informationnelle, pour un militaire, un général qui devrait prendre en charge un commandement militaire dédié spécialement à l'Afrique, il faut tout simplement comprendre que ce n'est pas dédié à l'Afrique tout entière, mais c'est dédié au précaré français qui, depuis un certain moment, est dans une dynamique souverainiste et donc a opéré un certain nombre de ruptures stratégiques, de ruptures militaires au niveau politique, diplomatique, ainsi de suite. Si fait que la France, face à cela, est rétablie dans sa véritable réalité. C'est-à-dire d'un pays aussi dans une situation de précarité que les pays africains qu'elle a passé tout son temps à siphonner. Depuis que nous l'avons chassé du Niger, du Mali et du Burkina, les coupures d'électricité se sont démultipliées en France. Des difficultés énormes économiques sont en train d'être enregistrées actuellement en France. D'où la difficulté justement pour le président Macron et toute sa suite de pouvoir
justement se repositionner, parce que sa politique extérieure a connu un affront souverainiste qui les a mis dans leur situation. Est-ce que sans l'Afrique, la France ne peut pas se développer? Sans l'Afrique, ça sera vraiment compliqué pour un pays qui a appris à vivre en parasite, en exploiteur, en dominateur, hein, et de pouvoir justement se développer. Dans tous les cas, ce qui est notoire, c'est que son déclin et son déclassement sur le rang d'hégémonie qu'elle occupe au niveau mondial a chuté et va littéralement chuter. Donc pour en venir à cet objectif de mettre ce commandement, c'est encore un autre subterfuge. Rien ne va changer dans les objectifs. La France, comme l'a dit Thomas Sankara, est un mauvais élève. C'est-à-dire, on la chasse ici et elle revient d'une autre manière. Ce n'est que ça. On a vu Serval, Barkhane, Munisma, G5 Sahel, Takuma, Bourgou. Les noms sont trop. Mais pour toujours le même objectif. Arriver à un impérialisme militaire, donc à une domination militaire, à un contrôle militaire qui va permettre aux autres pans stratégiques de pouvoir prospérer, comme au niveau économique, au niveau politique, ainsi de suite. Ce n'est que ça. Mais je pense qu'ils vont buter à quelque chose. Déjà, nous avons des accords qu'on a dénoncés. Quelque chose, buter à quoi? Des accords militaires. Pour ce qui est des pays de l'AES. Mais bien sûr, même au niveau administratif et diplomatique, il y aurait un problème pour les pays de l'AES que ce commandement puisse s'opérer. Ça, c'est clair. Mais en fait, c'est l'indiscipline caractérisée de réaliser les changements qui s'opèrent au sein de l'AES, au sein de pays qui sont confrontés à une situation sécuritaire et de réforme profonde de leur État qu'ils sont en train d'implémenter. C'est le refus de reconnaître ça et d'accepter ça qui amène encore la France à penser que venir avec un autre commandement sous une autre forme, avec un général soi-disant exégète de la dissonance informationnelle, pourra venir embrouiller nos dirigeants et nos peuples. Les choses ont changé. Et ça a changé de façon irréversible. Parce que elle-même, elle s'est construite comme ça, il y a 230 années. C'est un groupe, disons, c'est un peuple qui s'est assumé. Et jusqu'aujourd'hui, on a la France qu'on a eue, qui a mis de côté le monopole oligarchique. Aujourd'hui, nous avons mis de côté l'impérialisme français et l'impérialisme de toute nature, et ce n'est plus pour revenir en arrière. Parce que depuis Thomas Sankara, ils sont arrivés à infiltrer le système, mais désormais, la marche est irréversible. La marche est irréversible. Alors, à ce qu'on sait de ce commandement, pour l'Afrique, il sera basé à Paris. Les objectifs sont entre autres organiser le soutien aux pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme et les trafics illicites, la formation des armées locales et l'élaboration de stratégies d'accès. Nulle part on ne voit des objectifs économiques. Alors, monsieur Sawadogo, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ce qui se cache derrière justement ce commandement? En fait, c'est comme l'a dit le docteur, ce qui est plus important, ce n'est pas ce qu'ils disent officiellement. Il faut simplement remonter dans l'histoire. Il faut remonter dans l'histoire et également analyser la situation actuelle. La situation actuelle, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Labidi. Ce serait bien si on était réellement dans un processus irréversible. C'est vrai, les dirigeants de l'AES et les populations de l'AES sont dans cette dynamique. Malheureusement, les pays environnants et les pays où la France a encore des bases militaires ne sont pas encore dans cette dynamique. Il y a jusqu'à 5 pays, on peut encore le citer. Oui. Donc, mais est-ce que les pays de l'AES ne vont pas créer un effet de contamination?
Pourquoi pas? Mais justement, la mise en place de ce commandement-là vise des objectifs. Premièrement, contenir les velléités souverainistes de l'AES pour qu'il n'y ait pas de contagion avec les autres pays. Et ensuite, servir de base arrière, utiliser les autres pays limitrophes comme base arrière pour ramener les pays de l'AES dans les girons français. Ce sont les deux objectifs. Et déstabiliser aussi. Le président Macron l'a dit de façon officielle que dans tous les cas, la France défend ses intérêts. Et malheureusement, les Africains reprennent toujours le même discours. La France n'a pas d'intérêt en Afrique. La France vient piller l'Afrique. Donc, les Français peuvent dire que c'est leur intérêt que de piller l'Afrique, mais les Africains ne doivent pas dire que c'est les intérêts de la France que de piller l'Afrique. Les Africains également doivent apprendre à protéger leurs intérêts. Et les intérêts de l'Afrique sont incompatibles avec la vision française du développement. La vision française du développement, c'est utiliser les autres pays pour développer exclusivement la France. Les autres pays ne sont que des réservoirs. Voilà. Donc, ce n'est pas ce qui se dit officiellement qui est le plus important, mais c'est l'habitude. Il faut trouver des prétextes pour s'installer et faire ce qu'on veut après. Merci. Et il y a un des généraux français également qui l'a dit, d'ailleurs qui gère l'ensemble des entreprises au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il a dit qu'il faut transformer toute la zone de Port-Boué en un commandement pour l'Afrique. Donc ce qui est en train de se mettre en place petit à petit, et ce n'est pas seulement la France en tandem avec les États-Unis. Même s'ils prétendent qu'ils vont réduire le nombre de militaires. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Niger quand il y a eu le changement salutaire de régime. Mais le président a dit qu'il ne savait même pas quel est le nombre de militaires américains qui étaient sur le sol nigérien. Il ne savait pas le nombre de personnels civils qui étaient sur le sol nigérien. Si la France vous dit officiellement qu'il y a 100 militaires dans tel pays, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour vérifier s'ils ne sont pas plutôt 1000 ou 5000 ou 10 000? Et quand un pays décide que désormais l'intoxication de l'information, la déformation de l'information est une stratégie officielle. Vous avez suivi les cas récemment, ce qui s'est passé avec les médias par rapport à l'incident qu'il y a eu à la télévision burkinabé. Heureusement que la présidence a laissé faire pour qu'ils soient pris à leur propre piège. Donc, quand vous connaissez la façon d'opérer des gens, il ne faut jamais se fier à ce qui se dit officiellement. Et à regarder le profil de ce général. Bien sûr, Ousmane qui a été le porte-parole de l'armée française. Donc, il y aura une guerre au niveau d'abord de la communication, une guerre médiatique. Et c'est très important, il faut que nos pays réalisent que la guerre se gagne d'abord au niveau de l'information. Et une fois que les populations sont conscientes de cela et qu'elles arrivent à prendre avec des pincettes les informations qui viennent des médias occidentaux et que cette population-là s'approprie l'information auprès des dirigeants et les informations officielles au niveau que les dirigeants relaient, c'est déjà un pas en avant. Et c'est le moyen le plus facile pour préparer les esprits à cette lutte. Parce que la lutte ne serait pas de quelques années. Je dis que la Légion étrangère de longue haleine est mise en place depuis 1838. Donc, de plus en plus, il y aura une sophistication dans l'approche. Et il faudra que nos populations également se préparent pour élaborer des ripostes à la hauteur des enjeux. Et ces enjeux-là, c'est la terre africaine et les richesses africaines. Alors, Naba Sergo, que peuvent les pays africains, surtout de l'AES, face à cette dynamique impulsée de là-haut? Bon, moi, je pense que les pays de l'AES et les pays qui se veulent souverains doivent impérativement s'armer. S'armer, avoir des armes. S'armer, ça veut dire se mettre à un niveau. Puisque le monde appartient aujourd'hui au plus fort. Si aujourd'hui la France malmène les Africains, c'est parce qu'elle a une armée plus forte que l'armée des Africains. Si aujourd'hui nos pays arrivent aussi à s'armer à un certain niveau,
et que la France sait que, quelle que soit la force qu'il va amener sur place, cette force-là aura un contrepoids. Alors, je crois que les choses vont changer. Aujourd'hui, ils se basent sur nos frères africains, à nos frontières. Les pays de l'AES ont pris peut-être une bonne partie de la CEDEAO. Et ils occupent aujourd'hui, avec leur base, un certain nombre de pays autour des pays de l'AES. Alors, les recrutements des terroristes se feront là-bas. Avec le nouveau système qu'ils veulent faire. Ils vont recruter, ils ne vont plus amener des militaires français comme on le voyait. Cette légion-là sera recrutée en Afrique et ce sera des hommes déjà formés, comme les terroristes qu'ils avaient déjà formés qui sont sur le terrain. Et à la longue, ça veut dire que nous aurons affaire à une armée, dit quoi, légion étrangère, faite de nos propres fils, fait de nos propres peuples africains. Ça veut dire que c'est nos enfants qu'ils vont intoxiquer, et les fabriquer comme légion étrangère et les mettre contre nous. C'est-à-dire l'Afrique va s'entretuer pour la France. Et ils l'ont expérimenté avant. Alors il faut craindre, je crains de prononcer le mot guerre entre pays dans lesquels les bases sont... Impérativement, il y aura des guerres entre pays. Puisque je prends par exemple l'AES. Si aujourd'hui l'AES arrive à s'armer comme il se doit, et que des ennemis se font recruter dans un pays voisin, et que ces pays-là, et ces individus-là, osent attaquer un pays de l'AES, ce pays sera attaqué par l'AES. Et peut-être que ça va nous permettre à un certain moment d'avoir une ouverture à la mer. Parce que nul n'est censé ignorer que la France est le malheur de l'Afrique. Si aujourd'hui, les pays Mali, Burkina et Niger souffrent, c'est dû à la France. C'est la France qui est allée manigancer avec ses complices pour aller détruire la Libye. La Libye est saccagée aujourd'hui et ça a contaminé le Mali, le Burkina, le Niger. Qu'est-ce qui prouve que demain, où la France se trouve, ces pays ne seront pas détruits? Ça sera détruit. Aujourd'hui, la France est en Côte d'Ivoire. Ils ont été au Burkina, ils ont détruit le Burkina. Ils ont été au Mali, ils ont détruit le Mali. Ils ont détruit le Niger. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils vont détruire la Côte d'Ivoire. Ils vont d'abord mettre la Côte d'Ivoire en conflit avec les autres pays. Et eux-mêmes, ils vont passer par leur propre manière pour détruire la Côte d'Ivoire tout en volant au secours de la Côte d'Ivoire. Ils le feront. Ils le feront pour le Bénin et ils le feront parce qu'ils veulent faire en sorte que vous vous sentez en danger et vous demandez secours. Et le secouriste, c'est qui? C'est lui. C'est la France qui est sapeur-pompier, alors que c'est la France qui met le feu. Mais moi, je pense que ces dirigeants qui n'ont pas encore cette vision-là doivent ouvrir l'œil. Ils doivent comprendre. Ils doivent même repartir dans l'histoire et revenir. Comme quelqu'un le disait ici tout à l'heure, aucun pays colonisé par la France n'a été développé. Aucun. La France ne fait que vivre sous le dos des Africains. Mettre les enfants d'Afrique en conflit pour ses propres intérêts. Je crois que si nous avons des dirigeants qui arrivent à comprendre que ce partenaire-là n'est plus un partenaire qui peut nous aider, elle nous a déjà détruits, alors qu'on se prépare à la guerre contre elle. Alors, le jour qu'elle viendra utiliser... Certains pays africains l'acceptent sans créer beaucoup plus de problèmes comme nous on le fait dans l'espace AES. Vous l'avez dit, ça peut amener des conflits entre pays qui adoptent les bases militaires françaises et pays qui refoulent. Alors, comment on peut anticiper, docteur, sur ces genres de conflits qui pourraient arriver dans l'avenir? Ok, effectivement, l'option des conflits n'est pas à écarter, même si je crois que de plus en plus aussi, la maturation des esprits des Africains ne permettra pas cela. Tout peut arriver, mais quand je vois déjà que la mobilisation des Africains, notamment donc des pays de l'AES, a permis d'éviter au Niger l'attaque ou bien l'agression de la force en attente de la CEDEAO, je pense que de plus en plus, quand de telles menaces vont planer, le refus même des masses africaines, ce refus-là va contraindre les dirigeants africains à ne pas privilégier l'option de se lever, donc de voir émerger un conflit entre deux pays africains. Mais tout n'est pas écarté parce qu'avec la France, tout est possible. Quand c'est pour défendre ses intérêts, je ne pas dire intérêts, mais quand en tout cas, la France a des intérêts qu'elle veut défendre, toutes les options sont possibles, même pactiser avec le diable. Donc, il n'est pas exclu que la France instrumentalise
des pays, des États acquis à sa cause actuellement, comme la Côte d'Ivoire. C'est un secret de polichinelle. On sait que Alassane Ouattara est le pivot de la France-Afrique actuellement. Tous ces pays où il y a des bases militaires en Afrique. Donc moi je pense que c'est possible. Mais moi je reste optimiste que l'éveil des consciences en Afrique va imposer un repli ou un recul à la France. Ça c'est moi ma conviction. Parce que quand on regarde même des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, qui semblent acquis, même le Sénégal, qui semblent acquis à la France, moi je pense que si on essaie de gratter au fond, nous verrons que c'est les dirigeants qui sont des marionnettes. Sinon, les aspirations... population, les aspirations. Aujourd'hui, on voit déjà au Sénégal, ça commence à monter. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Les dirigeants sont issus des masses populaires. Non, les dirigeants, c'est toujours un mensonge de dire que les dirigeants sont issus des masses. C'est pas vrai. L'élite africaine, je pense que quelqu'un l'a évoqué tout de suite, cette oligarchie-là n'a jamais acquis le pouvoir de par l'approbation des masses. On a vécu le cas au Burkina. Roch a été élu démocratiquement, mais c'est quelle démocratie? C'est pas les 20 millions ou bien l'électorat, les 10 millions de Burkinabés qui ont voté Roch, on le sait. Tout le monde savait après le départ de Blaise Compaoré, c'est le parti politique qui aura le plus d'argent pour acheter les consciences, pour manipuler donc les consciences, qui aura le pouvoir. Donc aujourd'hui, en dehors du Sénégal, où moi je pense que celui qui est là a été élu dans une démocratie plus ou moins transparente, le cas d'Alassane Ouattara, le cas des autres, ne me convainc pas. Donc je peux dire que les masses, il y a une rupture aujourd'hui dans le paradigme entre la volonté des masses et la gouvernance des élites politiques dans ces pays-là. Et moi je pense que de plus en plus, les pays de l'AES inspirent. C'est vrai, comme l'a dit M. Sawadogo, la volonté de ce commandement-là, c'est d'endiguer l'expansion des idées souverainistes. Mais je crois que c'est un peu tard. Ce sentiment a déjà gagné beaucoup de pays. Et des pays qui tardent à agir, finalement. Non, ce n'est pas que les pays tardent à agir. Vous savez que quand vous avez le pouvoir politique, vous êtes difficilement déboulonnable. C'est ce qu'on vit, par exemple, actuellement en Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense qu'un changement de régime en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas reconnaître le peuple ivoirien. Un changement de régime au Togo, vous n'allez pas reconnaître le peuple togolais ou le peuple béninois au Bénin. Et moi, je pense qu'il faut compter sur l'éveil des consciences. Pour moi, c'est une question de dynamique des sociétés. Une heure est arrivée où les Africains ont pris conscience. C'est un effet qu'on ne pourra pas endiguer. On peut le retarder, mais plus on va avancer. Je n'exclus pas l'effet contraire, ça peut arriver. Parce que l'histoire des nations, c'est des marches avant voilà, ça peut arriver. Mais je pense que la dynamique va se poursuivre. Et quand la France voudra instrumentaliser un pays pour faire la guerre, ça ne marchera pas. Maintenant, l'autre option qu'il a maintenue, si je peux arrêter. L'autre option qu'il a évoquée, que moi je pense que c'est bien fondé, c'est que la France va toujours passer par des mercenaires. On prend un pays comme le Burkina Faso pour que le terrorisme reste accru. Moi, je ne pense pas que c'est le terrorisme, ce sont ces groupes-là. Non. Il y a une main derrière ces groupes. Et la France va passer par ces failles-là et par certains fils même de nos pays qui sont acquis à la cause de la France-Afrique pour tenter de déstabiliser, pour tenter donc, en tout cas, d'inquiéter nos armées et de pouvoir donc mieux se positionner. Alors, Nabal a dit, avec ce commandement qui vient de se créer, avec des ambitions derrière, alors comme les uns et les autres l'ont dit tantôt, on peut craindre des conflits qui pourraient naître de manipulation entre pays qui ont accepté des bases et pays qui refusent. Alors, face à de telles situations qui pourraient arriver, comment justement on peut anticiper sur Merci Dabira. Des situations pareilles. Oui, vous savez, même sans la création de ce commandement dédié à l'Afrique, depuis le 30 septembre, pour ne pas aller depuis la révolution d'août, pour le cas du Burkina Faso, à chaque fois que les peuples ou les dirigeants se sont assumés à répondre aux aspirations profondes de leur peuple, dans le précaré français, les complots, les représailles, les tentatives de déstabilisation, malheureusement orchestrées par la même France et les servants locaux, n'ont pas tari
de se faire. Mais comme je le dis, vous savez, nous sommes dans un processus. Il faut avoir un regard holistique de ce qui se passe dans le Sahel et même dans le monde. Les peuples là, évoluent. Nous sommes passés de l'Africain ou du Burkinabé complexé face aux Français, face aux Blancs. Au Burkinabé, mimétique. Les noms même en disent beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une phase de Burkinabé décomplexé, de Burkinabé qui réclament désormais leur véritable souveraineté. Surtout que la révolution d'août a pu, pour le petit temps qu'elle a pu, en tout cas, s'installer au Burkina, semer quelque chose dans l'esprit de nos peuples. Donc l'option, c'est de sensibiliser les masses populaires aux grands enjeux de ce qui se passe. Il faudra qu'on s'organise encore mieux. Il faut que le compact dirigeant et la force sociale soit, disons, la frontière soit solidement compacte. Il faut que les dirigeants ne sortent pas de la trajectoire pour le cas du Burkina Faso, donc que le camarade capitaine Ibrahim Traoré reste dans sa dynamique souverainiste, et c'est ce qui va lui conférer le soutien indéfectible de ce peuple-là. Sinon, que ce soit au Burkina ou ailleurs, et même en Côte d'Ivoire, où nous avons encore où on a encore ce type de gouvernance, hein, que nous regardons justement avec un certain œil. Mais à un certain moment, je pense que quelqu'un l'a dit ici, les peuples vont s'assumer. Il suffit que ça périclite un peu et ils vont s'assumer. C'est vrai, j'en viens maintenant à ce que M. Saoudou a dit. C'est vrai que pour arriver à cette déstabilisation-là, pour arriver à arrêter le processus, la France va toujours s'appuyer, soit à l'intérieur de nos pays, sur les servants locaux, ou bien nous sommes dans une zone qu'elle a maîtrisée déjà. Et moi, je me pose des questions sur la réunion qui aura lieu au niveau de la CEDEAO par rapport justement à la force en attente, à l'activation de cette force en attente, où on demande même à l'AES de pouvoir fournir des hommes par rapport à ça. Donc ce sont ces subterfuges-là qui sont employés par la France, hein, s'appuyant sur des organismes. Ça ne peut pas être perçu comme de bonne foi pour peut-être aider à mieux lutter contre le terrorisme. Non. Pourquoi pas? Non. Vous savez, au niveau du... Vous montrer au pays de l'AES que bien, on a compris vos messages et on va... Non. Nous sommes en train de construire une force conjointe de l'AES. Elle est beaucoup plus endogène, beaucoup plus sincère et beaucoup plus vraie. Et ce qui va se passer, si ça arrivait avec la force en attente de la CEDEAO, ce n'est rien d'autre qu'un subterfuge pour pouvoir encore avoir une emprise militaire sur notre pays, sur nos pays, mais je parle des pays de l'AES, afin de travailler à ce que le terrorisme qui est en perte de vitesse actuellement puisse se reconstituer, puisse se réorganiser pour constituer un feu à même de pouvoir en tout cas nous déstabiliser. C'est ce qui s'est passé avec le G5 Sahel. Le G5 Sahel était là, nos chefs d'État étaient à l'intérieur, mais tout ce que les chefs d'État ont voulu, je rappelle le chapitre 7 de l'ONU, ça n'a jamais eu lieu. C'était la France qui était le porte-plume. Donc, de façon assez claire et nette, il faudra qu'on s'en départisse et que, comme je le disais, on se réorganise pour attendre justement l'ennemi sous la forme, la forme en tout cas qu'elle prendra pour venir nous inquiéter.
pour venir nous inquiéter. Monsieur Sawadogo, comment on peut anticiper sur d'éventuels conflits qui pourraient naître entre pays de l'AES et ceux des pays voisins, des pays qui ont accepté ou qui acceptent toujours les bases militaires sur le territoire? L'anticipation doit être sur plusieurs plans. C'est une grave erreur de croire que la guerre se gagne uniquement au niveau militaire. Toutes les guerres au monde finissent autour d'une table de négociation. Et autour de la table de négociation, il y a les rapports de force qui vont prévaloir. C'est ça qui va vous permettre de déterminer ce que vous allez avoir et ce que vous n'allez pas avoir. Il faut que les pays de l'AES, déjà, on a un certain nombre de... Qui doit négocier avec qui et comment? Non. Et la France sera peut-être à un certain moment obligée de négocier avec l'Afrique un partenariat sincère. Mais pour arriver à cette négociation, de toute façon, ce n'est pas nous qui avons à perdre, c'est elle qui a à perdre. Donc, en dernier recours, si elle n'a pas le choix, elle va se mettre à la table de négociation. Mais pour qu'elle n'ait pas le choix, il faut d'abord que nous ayons la force militaire capable de répondre à une attaque de l'OTAN. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de se mettre en place, ces deux forces-là, la France et les États-Unis, comme ils l'ont fait en Ukraine, ils vont faire la même chose également en Afrique. Donc, nos armées vont être à un certain moment obligées de s'opposer aux forces de l'OTAN. Quand les manipulations avec les terroristes et les petits bandits vont échouer, et ça va échouer, ils vont venir de façon frontale. Comme ça s'est passé en Libye, comme c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, comme c'est ce qui s'est passé en Irak. Donc, premièrement, il y a la mise à niveau de nos armées au-delà des forces conjointes de l'OTAN. Et une petite parenthèse, on va faire une petite... Mais ça va nécessiter quoi? Que la Confédération aille plus vite parce qu'un seul pays... Exactement. J'imagine il faut que la Confédération aille très vite parce que... Parce que là, on parle de l'OTAN. Hein. On n'avait même pas... On n'a aucune chance de nous en sortir sans la mise en place de cette Confédération-là. Parce que premièrement, au niveau de la population, 80 millions de personnes, on tend vers la masse critique de 100 millions minimum. Quand vous regardez la France, c'est un pays de 500 000 km² avec autour de 80 millions de personnes. Comment ils arrivent, avec un si petit pays, à dominer autant? Donc, le premier, c'est l'aspect, d'abord population, superficie. Donc, l'aspect militaire. Mais ensuite, le plus important, l'aspect économique. Il faut que nos pays de l'AES, là, forment de façon réelle et de façon concrète. Je vais prendre un simple exemple pour que vous compreniez. La Russie, actuellement, avec 110 millions d'habitants, forme autour de 400 000 ingénieurs par an. Sur le plan mondial, c'est le deuxième pays qui forme le plus d'ingénieurs. Donc, tout est basé sur le savoir et la compétence. Il faut que nous quittons l'école coloniale de façon radicale pour nous engager dans un processus de formation réel de nos populations à tous les niveaux. Agriculture, sécurité, santé, tous les niveaux, former des Africains qui soient aussi compétents, sinon plus compétents. Le souverainisme passe aussi par là. Pas surtout par ça. Ça passe surtout par ça. Qui soient plus compétents que les Occidentaux, qui soient plus compétents que les Asiatiques. Et le troisième niveau, et malheureusement sur lequel on ne vient pas beaucoup, c'est le niveau culturel. Aujourd'hui, l'Africain, quel que soit ce qu'on dit, il se reconnaît d'abord, ses références sont externes. Donc, il faut que nous nous réapproprions notre culture. Et ça est passé un peu inaperçu, mais sous Macron, ils ont voté une loi qui interdit la rétribution aux Africains de leurs objets d'art culturel et cultuel. Et cette loi-là, elle n'est pas, on ne peut pas la lever. Ça veut dire quoi? Il faut que partout, l'homme noir arrive à se réapproprier sa propre culture. C'est ce que les Chinois ont fait. Si vous n'êtes pas fier de votre propre culture, vous vous considérez d'abord comme un sous-homme. Et quand vous vous considérez comme un sous-homme, votre domination est facile à mettre en place. Donc, il y a les trois aspects. Et effectivement, au niveau du Burkina, on a vu que les décisions que le gouvernement prend, c'est effectivement dans ces deux sens. C'est au niveau de la sécurité, c'est au niveau de l'économie, c'est au niveau également de la culture,
pour que le Burkinabé puisse se réapproprier sa propre culture et être fier de ses origines et de ce qu'il est. Voilà, à mon avis, les 3 axes sur lesquels il faut que les trois pays renforcent leur coopération et renforcent leur équipement pour pouvoir être aux normes internationales et pouvoir battre les Occidentaux sur tous ces 3 champs-là. Comme ça, même s'il y aura une guerre ouverte, nous avons toutes les chances de les gagner. Et nous devons nous préparer psychologiquement et matériellement à cette guerre-là et à la gagner. Et nous allons la gagner. Ce qui n'est pas impossible. Alors, selon le journal officiel, la présence militaire française est en nette diminution en Afrique. Naba Sebgo, M. Sawadogo l'a dit tantôt, il se pourrait que la France, l'option, ça pourrait être une option, que la France vienne négocier avec les pays africains. Est-ce que vous pensez que cette option pourrait prospérer à regarder justement la souveraineté qui est aujourd'hui prise en compte par la jeunesse même africaine de façon générale, de l'AES et de quelques pays de l'Afrique? Oui, rien n'est exclu, rien n'est exclu, parce que si la France revient avec sincérité, cette option pourrait prospérer. Cette option pourrait prospérer, mais il sera très difficile pour la France d'être sincère, puisque depuis des décennies ou plus d'un siècle, elle a œuvré dans du faux et du mensonge, avec des idées paternalistes. Ça veut dire aujourd'hui, ça serait très difficile pour la France de se remettre au même niveau que les Africains pour venir négocier avec les Africains. Ça va être très difficile parce qu'ils se croient toujours supérieurs. Et se croyant supérieur, il ne pourra pas, et l'Afrique va comprendre cette mentalité et ça ne va pas prospérer. Sinon, s'ils venaient avec sincérité, je pense que les Africains, c'est un peuple de paix. C'est eux qui nous font la guerre. Les Africains, c'est un peuple de paix. C'est les Occidentaux qui introduisent leur guerre dans la vie des Africains. Sinon, les Africains vivaient en parfaite symbiose sans problème. Donc aujourd'hui, moi je pense, seule la sincérité de la part de la France peut le ramener à une confiance des Africains. Pour moi. Sinon, cette génération qui se dit révolutionnaire aujourd'hui, qui se dit panafricain, ne va jamais accepter. Et je prends l'exemple. Nous avons par exemple le président Ibrahim Traoré aujourd'hui, qui est jeune, qui a lancé une dynamique que les jeunes acceptent d'accompagner. Si demain le président Ibrahim donnait sa démission disant qu'il est fatigué et qu'il doit se reposer, et que quelqu'un d'autre vient au pouvoir, et que cette personne cherche à renouer les liens par exemple avec la France, il ne fera pas une semaine au pouvoir. C'est le peuple qui va le sortir dans la rue et le chasser comme certains présidents ont été chassés. Donc c'est déjà ancré dans nos têtes. Seul celui qui vient avec sincérité pourrait être compris par les peuples africains. Docteur, vous pensez que la France pourrait revenir avec sincérité, négocier avec les pays africains, vu le fait que sa présence est encore de plus en plus décriée sur le continent? C'est possible, mais ça va m'étonner. Sinon, la sincérité n'est pas à écarter, mais cette sincérité demande un prix très lourd, un prix historique. Est-ce que la France va accepter de reconnaître son tort depuis l'esclavage, son tort depuis la conquête coloniale? La négociation va demander tout ça. Mais s'il faut que nous allions dans un dialogue franc, il faut aussi évacuer le passif de l'histoire. Parce que c'est ça qui sera le fondement de la sincérité et le fondement pour un nouveau départ. Que ce passif colonial, même avant la colonisation, rien que la conquête, la décapitation politique, les massacres, les populations qui ont été enfumées à gauche, à droite, tout ça, est-ce que la France reconnaît? La France est-elle prête à accepter que la colonisation fut une forme de terrorisme qu'on nous a imposée? Est-ce qu'elle est prête à accepter que la colonisation fut un terrorisme? Est-ce qu'elle est prête à accepter que depuis les indépendances, tout ce que nous avons subi comme pillage, est-ce qu'elle est prête à faire l'évaluation? On nous dit que jusqu'à récemment, l'Allemagne payait encore des réparations de guerre à la France, liées donc à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a une dette de sang que la France doit à l'Afrique. Est-ce qu'elle est prête à assumer? Nous sommes prêts à pardonner.
Même je crois que l'esprit africain peut même refuser de prendre, même si la France doit nous verser des milliards et des milliards pour cette dette de sang. Nos valeurs africaines nous diront que le simple gage de vérité, le simple à l'aveu de reconnaissance de cette dette-là est suffisante. Mais est-ce que la France, de par sa position paternaliste, orgueilleuse, superpuissance dans le monde, va accepter de le faire? Si la France le fait, alors nous allons partir sur de nouvelles bases et nous allons traiter d'égal à égal. Pourquoi nous sommes prêts aujourd'hui pour aller avec la Russie? En risquant de tomber dans une autre forme d'impérialisme. Mais c'est parce que, comme l'a dit M. Sawadogo, avec la France, il n'y a aucun espoir de développement. C'est parce qu'on a été tellement martyrisé, tellement exploité, qu'aujourd'hui, la conscience africaine projette l'Afrique vers la Russie, vers l'Iran. Les peuples même qui historiquement sont loin de nous par rapport à la France avec laquelle on a eu des rapports très étroits. Donc je crois que le peuple africain peut être prêt. Mais c'est à la France d'être à la dimension de reconnaître son tort, et alors nous pourrons partir sur de nouvelles bases. Nous allons traiter d'égal à égal. Mais pour moi, je pense que cette option est... Elle est lointaine. Elle est lointaine. Alors, on a moins de 5 minutes. Soyons sûrs d'une chose, pour que la France nous laisse tranquille. Nous devons, je vais finir par là, nous devons nous préparer à faire la guerre. Le président Traoré l'a dit, nous sommes dans une guerre, dans un monde de prédation. Et nous sommes dans une jungle. Le général de Clinton l'a dit. Même Macron l'a dit l'an passé lors d'un discours, je me rappelle. Il a dit que la présence française ne se fera plus de façon visible. C'est pour dire qu'elle se fera de façon souterraine et même plus accrue, même plus cinglante que les fois passées. Donc c'est à nous de nous préparer parce que nous sommes dans une jungle. Si la France nous perd, elle va péricliter. De sa place de superpuissance, la France ne sera même plus dans le G20. Donc c'est une question existentielle pour la France. Et nous aussi, comme c'est une question existentielle, il faut que nous aussi nous soyons prêts pour faire la guerre. Sans la guerre, nous ne pourrons pas. La guerre, comment la guerre? Pour avoir cette souveraineté, il faut l'arracher. L'avait dit, on a moins de 5 minutes pour terminer. Pensez-vous qu'avec cette perte de présence sur le continent et tout ce que ça pourrait engendrer sur l'économie française, même la perte de sa puissance, elle pourrait être amenée un jour à venir négocier avec nous? Elle pourra le faire, mais c'est à nous de ne pas accepter sa négociation. Il faut pas, de par l'expérience du passé. Je parlais d'irrévocable, c'est d'ailleurs par rapport à ça. C'est-à-dire, la dynamique que nous avons empruntée ne doit plus se laisser influencer par des interventions de qui que ce soit, et surtout pas de la France. Parce que la France, il faut dire, a une politique, en fait l'ADN de la politique française depuis Napoléon à nos jours est une politique de prédation, de domination, d'exploitation. Eu égard à cela, nous avons tenté de nous en délier en 83. Elle est arrivée à bout de notre dynamique. Cette fois-ci, avec les réseaux sociaux, avec une certaine formation que nos dirigeants n'ont pas donnée à nos peuples. Les peuples se sont auto-formés et ont compris les enjeux et les jeux de l'impérialisme. Il faudra que définitivement on puisse se regarder et se rencontrer peut-être aux Nations Unies. Plus la peine d'espérer ou bien de laisser l'espoir à une quelconque forme de collaboration. Parce que ça sera nous entuber. Ça sera donc le dernier mot. Merci, Labidi Naba, d'être passé sur le plateau. Vous êtes le porte-parole de Faso Cause, le mouvement Faso Cause. Tout à fait. Merci d'être passé. Merci à vous, Monsieur Martin Sawadogo. Vous êtes opérateur économique et analyste politique. Merci pour vos éclairages sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous, Naba Sebgo, chef coutumier et analyste politique. Merci pour vos analyses. Merci aux co-débatteurs. Et enfin, monsieur, je dirais plutôt docteur Hyacinthe Ouedraogo, coordonnateur adjoint du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci. Merci et merci aux copanélistes.
Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission et à très vite avec un autre sujet de débat d'actualité sur la C360.